6 février, minuit passé. Je vais intituler cette prise de parole comme ça, un bilan d'enfer. Plutôt sous une forme euh, un peu moqueuse, sous une forme un peu de dérision, et pour dire que ça n'en est pas un. Je ne sais pas comment on dit cela quand on veut dire une chose, quand on dit une chose et qu'en fait on veut dire l'inverse. Je ne sais pas comment ça se dit au niveau euh, stylistique, j'en sais rien, je m'en fiche. En tout cas, euh, je n'ai pas de quoi pavoiser, je n'ai pas de quoi crier victoire. C'est un bilan. Alors évidemment, vous qui peut-être pensez que je suis dans une période de finalement, encore une fois, peut-être où je fais face à, à mon reflet, à moi-même. C'est moi qui parle pour moi, qui parle de moi. Non, j'insiste et je précise. Il s'agit ici d'une crise touchant à la structure des sociétés de par le monde. Il s'agit d'une crise, on ne peut pas dire de croissance, c'est une crise existentielle qui, finalement est assez mondiale. Les sociétés connaissent des transformations malgré le fait qu'il y a beaucoup d'éléments en rapport avec les anciens pratiques. Il y a des choses qui pourraient faire penser à une sorte de pérennité des usages et coutumes euh, presque de coutumes qui étaient en vigueur jusqu'à il n'y a pas longtemps. Mais seulement, il y a des éléments très concrets qui démontrent euh, la crise du modèle traditionnel. Le modèle traditionnel qui, qui, qui structurait les sociétés, qui créait des alliances matrimoniales notamment, qui conférait à chacun un rôle, qui permettait la, la possibilité, enfin, de la permanence et de la sauvegarde de la société. Voilà. Il y a une génération, cette génération finalement se maintient en vie, mais en même temps se donne les moyens de sa pérennisation par la reproduction. La reproduction est une donnée biologique, est une donnée fondamentale. C'est la base de tout. S'il n'y a plus de naissance, s'il y a une crise au niveau de la natalité, tous les modèles économiques, les modèles idéologiques, les modèles d'organisation, la société, de partage, partage des richesses, etc., cela finalement ne pourra pas servir. Il faut de la population, il faut qu'il y ait du monde. Si Donc il faut qu'il y ait de la continuité. Après, on peut toujours bâtir des modèles pour orienter l'humanité dans telle ou telle direction, mais si l'humanité est en décroissance, est en déclin, et le déclin, il est plus
moins elle est plus dans cet ordre-là. C'est un déclin constaté partout. Et le déclin, évidemment, pour les démographes et pour les gens qui s'intéressent à cette question, il peut être assez rapide, il peut être assez étonnant de par finalement l'accélération qu'il peut subir. On a mis longtemps, très longtemps finalement, à entrer dans une phase de croissance qu'on disait à un certain moment exponentielle. Cette, cette chose qu'on a voulu mettre en avant, exponentielle, c'est pas vrai, mais on a cru à des modèles néo-malthusiens et autres, on a cru que finalement c'était vrai. On a pris, nous, finalement, nos projections pour des réalités. Seulement, les projections sont là pour être dénéguées, pour être désapprouvées. C'est une projection, c'est après tout, c'est un pari sur l'avenir. Voici donc des crises. Ces crises sont globales. Pour l'instant, on a l'impression que dans certaines sociétés, que c'est plutôt l'inverse qui se produit. Il y a une inertie, voilà, qui fait que ben, ça continue un peu comme auparavant. Seulement, cette inertie, cette force d'inertie va cesser d'agir. Et à ce moment-là, on constatera le ralentissement abrupt. Et voilà, donc on ne pourra plus dire du Nigeria, de l'Égypte ou d'autres pays qu'ils sont finalement dans une sorte de course folle à la multiplication, à la démultiplication, je ne sais pas comment on dit, finalement à la croissance et à la croissance presque pathologique. Donc le modèle qui a servi pendant des milliers d'années est en crise. Aujourd'hui, l'être autonome et délivrer des devoirs et délivrer des charges de maintien de la pérennité d'une société. Il n'a plus à entrer dans un ordre. Il est libéré de la totalité de ses obligations. Ce qu'il doit faire, c'est peut-être être un contribuable. Contribuer aux finances de la cité. Ça, c'est évident. Mais le reste, il peut être finalement participer d'une façon ou d'une autre. Mais pour ce qui est de fournir des enfants à la cité, cela n'est en aucun cas obligatoire et ce ne sont pas les différentes incitations d'ordre fiscal ou autre qui vont changer la chose. Aujourd'hui, vous n'avez même pas l'espace nécessaire pour pouvoir permettre à vos enfants de pouvoir finalement ils ne sont pas dans la rue, ce qui faisait à une certaine époque peut-être ça permettait d'un peu de ne pas de les éloigner un peu de se reposer de ne pas trop je sais pas, il y avait des aides, les aidants étaient familiaux, ils se chargeaient de vous aider. Il y avait une sorte de partage de ces charges-là. Il y avait, je ne vais pas dire un élevage, où il y avait du mal à trouver le terme exact, pas trop animalier. Et il y avait une participation, comme on dit, à l'éducation et à la surveillance et d'autres personnes s'occupaient de vos enfants parce que vous faisiez partie d'un groupe élargi, un clan et même plus qu'un clan, quelquefois c'est
sorte de parentèle assez nombreuse. Alors vous avez toujours quelqu'un qui est disponible, une personne âgée ou un enfant un peu capable de vous aider, voilà, des deux côtés, soit les gens très âgés, soit les enfants un peu, les jeunes adultes qui peuvent toujours donner un coup de main. Et donc le fait, ça vous libère, ça vous libérez un peu de cette tâche énorme de l'élevage et de la surveillance, etc. etc. Donc aujourd'hui vous êtes seul. Vous êtes seul et l'enfant constitue pour vous une charge trop lourde. Personne n'est là pour vous donner un coup de main, c'est évident, c'est une chose. Alors il faut payer pour cela. Donc vous n'avez jamais, je ne sais pas, c'est toujours un service un service qui n'est jamais gratuit. Donc c'est pas, par exemple, vous n'avez pas des gens qui se chargent, je sais pas, de façon bénévole de s'occuper des enfants, des gens de toutes sortes, voilà. On donne un coup de main parce que on sait que c'est difficile, on sait qu'on remplace un peu la parentèle qui a disparu. Donc, pour des tas de raisons, l'individu, qui soit mâle ou femelle, libéré de ce type d'obligation, d'abord, il pense à lui-même. Et finalement, il faut d'abord qu'il se trouve une fonction, qu'il commence finalement à se construire un avenir. Et il faut qu'il s'occupe d'abord de lui-même, qu'il prenne le temps de faire ceci et de cela, de voyager, de rencontrer des gens, de faire la fête, de pratiquer tout un tas d'activités très variées, activités de loisirs, de divertissement ou activités d'apprentissage, oui. Et les enfants, quand on en a, ça ne vous laisse plus le temps pour cela. Non seulement c'est une charge financière, mais c'est une charge au niveau du temps, au niveau du temps libre. Vous n'avez plus tellement de temps libre. Cette notion de liberté qui finalement, dont on doit, voilà, c'est une servitude. Avoir des enfants, c'est entrer en servitude volontaire. Alors, les choses, je ne sais pas si j'ai vraiment l'envie d'aller plus loin dans ce type de propos. En tout cas, finalement, bilan d'enfer, en tout cas, c'est un bilan de totale destruction, de total effacement. Je suis et d'autres avec moi sont conduits à l'effacement de façon certaine. Et voilà, on va s'effacer sans avoir laissé de traces. On va disparaître, génétiquement parlant. On est fini. Voilà, comme une sorte un destin, on offre à nos gènes, finalement, une sorte de finitude. On n'a pas été capable de produire de la postérité pour nos gènes et on est peut-être finalement déterminé par nos gènes, mais on a réussi à nous libérer de cette détermination. Donc on est libre, d'accord, on est libre, on peut le constater de plein de façons, on est libre
de toute affiliation, de toute appartenance. D'abord, je suis moi, et moi, j'ai ma vision, j'ai mes principes, j'ai ma philosophie, j'ai les choses que j'aime et les choses que j'aime pas, mais on ne doit rien m'imposer, on ne doit même pas m'encourager. Je suis un être autonome, un être émancipé, et c'est moi qui de, décide à propos du moment opportun de faire ceci ou cela. Si je décide de ne pas avoir des enfants, je demande à personne d'interférer là-dedans. C'est moi qui décide et j'autorise personne à chercher à me faire changer de, de position. Je suis contre. Je suis contre le fait d'avoir des enfants. J'ai mes raisons. Il faut respecter mes raisons et mes choix. Je suis un être, je suis un être. Alors, quelquefois et souvent, c'est même pas une histoire de choix très conscient. C'est juste une histoire d'avoir laissé les choses un peu traîner. Voilà, j'ai traîné. Je n'ai pas pris de décision. Je ne peux pas dire que finalement j'aime pas cette chose-là. Je ne peux pas le dire clairement. Je vois que c'est. Je peux constater que c'est difficile. C'est un engagement qui ne ressemble à aucun autre. C'est un engagement à vie. On ne divorce pas avec ses enfants. Donc, mais d'un autre côté, donc l'idée de finalement bilan d'enfer inversé, c'est un bilan dont on n'est pas évidemment pas fier, un bilan dans lequel il n'y a rien. Il n'y a rien. Alors le rien, c'est quoi? C'est que ben, on veut montrer quelque chose, on veut présenter quelque chose, on ne trouve rien. Qu'est-ce que tu as réalisé? Il n'y a rien dont on puisse être fier. Il n'y a même pas de vérité. Je ne peux même pas dire que j'ai compris une chose et bon, d'accord, j'en suis fier. Je n'ai rien compris, je n'ai rien fait, je n'ai été à l'origine de rien. Et finalement, par cette attitude-là, j'ai encouragé finalement le néant à triompher. Voilà, j'ai participé à la propagation de cette ambiance, de cette chose-là. Alors, bilan d'enfer, c'est un bilan qu'on fait seul. Qu'est-ce que vous voulez? Faites les bilans, ben, de toute façon, aujourd'hui, peut-être qu'il y a un moment, on a désiré être seul, ou je ne sais pas, à certains moments, on a attendu d'arriver à ça. Vraiment, on cherchait la solitude. Et aujourd'hui, on a toute la solitude et plus que nécessaire. Voilà, on ne peut pas dire que c'est une réalisation, c'est une sorte de déréalisation même. Je ne peux pas dire que je me réalise dans la solitude. La preuve est que je n'ai même pas personne pour m'écouter, pour apaiser mes tourments, peut-être pour me consoler. Non, rien. Et je peux dire à des gens, même je viens juste de parler à quelqu'un et j'étais seul. Donc il y a même quand on a quelqu'un à côté, ou en face de soi, ou quelque chose comme ça, on ne peut même pas lui parler. Parce que finalement, la parole ne peut plus changer quoi que ce soit. On a été défait. J'en sais rien, c'est comme pour les échéances électorales, j'ai perdu. J'ai perdu les élections pour, je sais pas, pour une histoire
d'un petit pourcentage. D'accord? On peut toujours le préciser et jamais s'arrêter de le faire. Il faut quand même, mais le résultat est là. C'est qu'on a perdu les élections. On a perdu la vie future pour pas grand-chose, mais on l'a perdu. D'accord, on n'était pas totalement responsable. D'accord, on n'a pas su prendre les bonnes décisions. D'accord, on a un peu attendu d'être aidé ou d'être poussé vers quelque chose. On a attendu que quelqu'un vienne comme ça, il nous donne un coup de main, qui aurait été un coup de main salvateur. Finalement, personne n'est venu. On a attendu, on a espéré finalement recevoir les bonnes suggestions, être éclairé. Voilà, on a attendu d'être éclairé sur un certain nombre de choses, mais personne n'est venu nous éclairer. Euh, et vraiment, je suis dans une situation. Alors, souvent, on parle de la vieillesse, on en parle avec des considérations d'antan. Et les considérations d'antan ne sont pas les considérations d'aujourd'hui. Je peux dire, bien entendu, moi aussi, je suis pas tout à fait de mon temps. Je suis sur plusieurs temporalités ou plusieurs époques. Je suis un être un peu, comment on dit cela, Mukhadram, je cite un être un être, je ne sais pas comment le dire en français. En tout cas, j'ai connu plusieurs organisations et aujourd'hui, peut-être, ou demain, les gens ne vont pas être dans le désir de faire communauté. Ça va peut-être pas le déranger de se retrouver seul, sans aucune affiliation, pourquoi pas. Mais en tout cas, moi j'ai été influencé par cette chose-là. Et vraiment, ce qui me manque, c'est, comment dire cela, c'est une appartenance j'allais dire multipartenaire. Je sais pas comment le dire. Hein. D'ailleurs, j'ai oublié ce que je voulais dire. Et oui, voilà, la vieillesse. Voilà, on parlait de la vieillesse, on disait oui, la vieillesse, effectivement, on parlait de la vieillesse souvent par rapport finalement à la détérioration euh, sûre et assurée du corps. Peut-être même les complications cérébrales, mentales, etc. Mais, mais la vieillesse, il y a plusieurs types de vieillesse. Et la vieillesse, je ne sais pas, à un moment donné, oui, on a parlé de trois étapes. Alors, je ne sais pas, il y a la vieillesse à 35 ans, la vieillesse, il y a une étape comme ça vers 60 ans et quelques. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec cette vision triangulaire ou trinitaire, ou je ne sais pas. Pour moi, la vieillesse, c'est beaucoup plus que cela. Il y a la vieillesse qui commence à l'approche de 60 ans. Parce qu'on commence à voir un peu le tableau qui va être... on va voir la scène qui va se commencer à prendre forme. On fait des sortes de, de prévisualisation, on fait des projections, toutes sortes. On se dit, tiens, ça va être comme ça. En fait, ce n'est pas un déclin physique. Bien sûr, il y a un déclin physique et cérébral, mais c'est un déclin dans les possibilités qu'a un être humain. C'est-à-dire, s'il est seul, il voit qu'il va l'être de plus en plus. Et, et, euh, et finalement, si la vie ne l'a pas
finalement n'a pas été de son côté, il va devoir vivre avec cette réalité-là, et il va demander plutôt, il va attendre le moment de perdre la mémoire, parce que c'est ça qui va peut-être le soulager, c'est de ne plus avoir de mémoire. Mais c'est même pas sûr que dans la question de mémoire, on peut oublier certaines choses qui ne sont pas très impactantes, et puis finalement se souvenir toujours des choses qui continueront de faire mal. Donc il est possible, c'est comme en fait on a perdu quelque chose, on a perdu un membre, mais le membre reste là, membre fantôme. On a perdu la réalisation, mais la réalisation reste là comme un vestige. Elle est là, présente de façon assez comment dire, oui, je continue de voir ce qu'aurait pu être mon avenir. Si, on fait toujours un peu la liste. Si j'avais choisi de faire autrement à un moment donné, si. Évidemment, on a envie là, ce que je montre, ces oranges, c'est les oranges que je mets dans ma petite, finalement, étagère pour les offrandes. Voilà, les offrandes à un mort qui n'est pas là, sa photo, elle n'est pas là, c'est la photo de quelqu'un d'autre qui n'est pas mort, mais j'avais envie de l'honorer quand même si évidemment cette chose-là c'est pour les morts. Un peu cette idée de partager avec un mort. On peut aussi peut-être faire quelque chose, partager avec un absent, mais il y a quelque chose d'un peu pitoyable, un peu dérisoire même de cette chose-là. On ne fait pas revenir les morts en leur faisant des offrandes, on ne fait pas revenir les absents en, en leur offrant, en leur promettant quelque chose. Il y a de ces absents qui ne reviendront jamais. Toujours en vie, mais pourtant loin et pourtant éloignés à jamais. C'est donc deux types d'absents. Il y a les absents absolus, puis il y a les absents relatifs, mais les deux sont absents. Donc voilà, donc ces oranges, belles oranges, très juteuses, etc. Bien sûr, quand j'ai goûté à une orange de cette qualité-là, il y avait tellement de jus que j'ai été presque, je trouvais ça trop. Il y avait trop de jus, je ne savais pas quoi en faire. Mais même, c'était trop bon, comme disaient les jeunes. Mais quelque part, j'aurais aimé que la chose la plus parfaite, la chose la plus goûteuse, puisse parvenir aux lèvres de la personne, de certaines personnes, bien sûr. J'aurais aimé voir leur joie quand ils se mettent à croquer dans quelque chose de très charnu et très bon. Ou alors quand ils se mettent finalement à, à se régaler d'une petite douceur. Et voilà, donc ça c'est un des plaisirs les plus essentiels de la vie, ou dans la vie, mais finalement on en est très souvent privé. C'est donc un bilan. Alors évidemment, je suis dans la... finalement, il y a une chose. Alors, prenez quelqu'un, comment dire,
dans cette histoire de contradiction première, contradiction secondaire, il y avait, quand on inverse, je ne sais pas comment dire, il y a, j'ai vu un reportage sur finalement les arrangements. Un peu courte vue, mais des arrangements quand même entre ce qu'on appelle ici en France les quartiers et les autorités électives. Quelque part, ils ont laissé un peu fructifier certaines activités illégales parce que ça permettait de générer un revenu pour des classes ou pour une partie de la population qui avait des problèmes pour... Voilà. Donc, c'est comme pour cette théorie qui veut que le vol, et finalement, ce n'est qu'une autre manière, une autre forme de mettre à la disposition de quelqu'un un bien qu'il ne peut pas obtenir de façon normale, de façon habituelle, parce que trop cher pour lui. On vole quelque chose, donc on va évidemment la revendre en deçà de son prix normal. Donc ce sera 20% ou 30%. À ce moment-là, la personne qui est dans le besoin peut l'acheter, mais il ne peut pas la payer à son véritable prix dans le commerce. Donc là, voilà le vol. Le vol, allez dire, le vol politique ou justifié ou légitimé par une sorte de discours politique de la redistribution. Le vol deviendrait une forme de redistribution et d'une forme d'égalisation un peu particulière, mais voilà. Donc il y avait une manière d'augmenter un peu les revenus de certaines personnes. Voilà, et donc, comme ça, on introduit une forme, on permet un rattrapage au niveau des revenus, même s'il faut passer par des activités hautement illégales, finalement. Et donc, mais je ne sais pas. Alors l'idée de, finalement, quand on est dans la vie, au lieu de demander beaucoup, on pourrait être en légitimité de demander, d'abord parce que je suis un être humain, c'est mon droit d'exiger, d'avoir accès, je ne sais pas, à une formation de qualité, à un environnement de qualité, à ceci ou à cela, toujours de qualité, et je n'ai pas à me satisfaire de quelque chose de moins bonne qualité parce que je serai socialement défavorisé, n'ayant pas trop les moyens. Il faut qu'il y ait une sorte d'égalité, comme on disait, l'égalité des chances, il faut qu'il y ait l'égalité de traitement. Donc, comme on a appris avec le marxisme cette histoire, cette notion de la contradiction première, la contradiction seconde, à un moment dans certaines sociétés, vous laissez des gens un peu sans défense. Et ce que ces gens vont vous demander, ce n'est pas d'intervenir sur le champ économique ou social, mais d'intervenir sur le champ purement sécuritaire. On veut la sécurité. C'est la première des choses qu'on réclame. On laisse les choses, on laisse une situation se détériorer, on laisse les gens paniquer, et puis, comme pour ces régimes autoritaires, qu'on justifie, qu'on défend, là encore, pour une histoire de sécurité, pour une histoire de stabilité. Tant pis si cette stabilité n'est peut-être que provisoire et que au bout d'un moment l'instabilité va refaire surface,
parce qu'elle est portée par un système et par une organisation socio-économique, etc. Et donc si cela ne disparaît pas, on peut imaginer un système, un régime dictatorial, un régime autoritaire qui va décider autoritairement de partager les ressources entre tous les membres de la collectivité. À ce moment-là, bien sûr, on peut avoir des problèmes. Après, c'est au niveau des principes, mais après, dans la réalisation, on peut se trouver face à des monstruosités, face à des choses. Alors, il faut... Évidemment, il faut toujours se méfier de la théorie. Après, il faut que la théorie accompagne ou soit finalement assujettie à la réalité. Il ne faut pas tordre le cou, il ne faut pas hésiter à tordre le cou à la théorie pour pouvoir finalement l'obliger à s'adapter à la réalité. Et l'exemple de Cuba, par exemple, est un exemple et quelque chose d'assez parlant à ce niveau-là. Alors la contradiction secondaire qui devient une contradiction première, c'est à un moment, moi, personnellement, je demande à la vie plus grand-chose. Je demande juste à ce que je puisse être dans le calme. Alors comme je ne suis pas dans le calme, je suis obligé de mettre le plus longtemps possible des bouchons dans les oreilles et je vous parle avec le casque sur la tête. Je n'entends rien, mais mon rituel, c'est de mettre les bouchons et de mettre le casque, alors que il n'a pas d'utilité, mais finalement, c'est comme ça que je me tranquillise. Alors, voilà, la chose à laquelle j'aspire depuis des années, c'est je veux mourir en silence, tranquillement. Je veux pas mourir dans une sorte de bruit insupportable. Laissez-moi mourir en paix. Voilà, laissez-moi agoniser en paix. Voilà, alors qu'en fait, normalement, et même, je veux dire, logiquement, je devrais demander autre chose. Je devrais demander de déménager, d'aller ailleurs, ou je devrais demander une action d'isolation, mais je ne suis même pas capable de faire cela, je ne suis même pas capable d'imposer des travaux comme ça à mon bailleur, je suis fini. Bien sûr, il me reste la parole. Alors, ce n'est pas une parole politique, mais encore, même les paroles politiques, ça dépend. Il y a des paroles politiques, bien entendu, il y a des paroles politiques qui sont susceptibles, finalement, d'être à l'origine de transformation sociale. Mais c'est pas n'importe qui a cette capacité-là. Alors c'est vrai que les Gilets jaunes, c'est parti d'un appel sur un réseau social, c'est vrai. Mais est-ce que les Gilets jaunes, c'était réellement un danger pour l'État, pour la structure de l'État actuel avec ses fondements, avec finalement ses priorités, sa lecture des rapports de force, etc. Ça, c'était une crise majeure, non. Mineure, oui. Marginale, oui. Je sais pas, il y avait cette histoire qui était un peu particulière. Et c'est exactement la chose à laquelle j'avais pensé à un moment donné, mais sans pouvoir l'associer à une autre chose. Et en parlant, là maintenant, je l'associe et j'en suis fier. Accordez-moi ça. Je suis fier parce que finalement, je me rappelle, je voyais les mouvements universitaires qui étaient le moment de gloire pour certains groupes d'étudiants. Alors, ils étaient là, ils se rassemblaient, ils se sentaient importants à un moment donné, ils essayaient de s'organiser. Et bien sûr, il y a les dirigeants, il y a l'élite,
il y a les élus qui ne l'ont pas, qui ne le sont pas, mais les élus dans le sens presque un peu divin, le sens un peu les élus désignés par Dieu. Et quelque part, il y a des gens, des élus autoproclamés, il y a des porte-paroles, etc., des dirigeants autoproclamés. Mais après, la plupart des gens suivent jusqu'au moment où ils ne suivent plus. En tout cas, c'est une minorité qui s'occupe de ces affaires-là et qui oblige les gens à les suivre, à aller dans son sens. Bien sûr, la mobilisation, quelle qu'elle soit, quelle que soit sa légitimité, ses mots d'ordre, etc., elle est condamnée à mourir, à dégénérer ou à je ne sais pas quoi, parce qu'elle va rester enfermée. Elle s'enferme dans ses locaux. Parce que c'est comme ça. Pour des raisons organisationnelles, pour des raisons territoriales, elle ne peut pas aller dehors. Parce que sa forme d'organisation, ses mots d'ordre, etc., ne correspondent pas, finalement, ne trouvent pas écho dans le reste de la population. Donc, ça peut durer, mais ça finit toujours par disparaître, par être résorbé. Donc, finalement, il y avait cette théorie de laisser s'organiser non pas des révoltes, mais des mobilisations, parce que ça permet finalement d'aspirer toute la colère et toute l'énergie un peu rebelle, un peu l'énergie de la jeunesse, qui est une énergie, l'énergie contestataire. Ça aspire un peu les forces et ça aspire un peu l'énergie des futurs ou des possibles contestataires et ça les occupe. Au lieu qu'ils s'occupent de choses en dehors, qu'ils aillent finalement profiter de cette énergie au lieu qu'ils aillent militer ou se mobiliser à l'extérieur, ils le font à l'intérieur. Et même le fait qu'ils le fassent à un moment donné, peut-être pour un mobile qui n'est pas très fédérateur, c'est mieux qu'ils le fassent pour un mobile qui n'est pas très fédérateur. Comme ça, ils s'épuisent, ils perdent en crédibilité, et ils s'essoufflent, et tu as une mobilisation tous les 2 ans, ça dure 1 mois, 2 mois, 3 mois, et le reste du temps, c'est bon, tu peux faire tes affaires. Alors ça me rappelle donc en quoi le lien est l'association, puisqu'on est encore dans ces incendies dans l'hémisphère sud. Et voilà donc les contre-feux, la théorie des contre-feux, comme on peut parler des théories des contre-insurrections. Donc il faut allumer un contre-feu pour lutter contre le feu. Ça paraît totalement, et pourtant ça marche. Je ne sais pas si ça marche de façon absolue, il n'y a rien qui marche de façon absolue. Mais au moins, on ne reste pas sans inactif. On fait quelque chose. On sauve une partie de son patrimoine, on sauve, je ne sais pas, une partie au lieu d'avoir une mobilisation qui dure toute l'année, on a une mobilisation qui va durer 3 mois, un tiers de l'année. Ça laisse les 2 tiers. N'empêche que fondamentalement, il y a un problème. Toutes ces mobilisations ne sont peut-être pas finalement très, très payantes sur le long terme. Et on a vu des mobilisations s'organiser contre la sélection. Et on a vu la sélection arriver. Alors c'est peut-être pas la sélection peut-être dans toute sa splendeur, mais c'est une sélection quand même. Il y a des choses qui finissent par s'établir, parce que ça paraît moins finalement
le côté scandaleux finalement le devient beaucoup moins et ça c'est accepté, ça passe quand même. Alors on va peut-être faire des aménagements dans le processus de sélection. On ne va pas faire une sélection trop dure, on va faire une sélection un peu, un peu souple, un peu, j'allais dire, humaine, un peu légère, quoi. Une sélection soft, en quelque sorte. Alors voilà donc la chose, c'est que finalement je suis obligé de me parler à moi-même. Déjà, quand je parle avec quelqu'un, déjà je le fais. Alors tant qu'à faire, je suis condamné à faire ça. Alors quand je le fais, alors qu'il y a quelqu'un qui est en train de m'écouter, ben ça a tendance plutôt à me mettre en colère. C'est parce que l'autre semble, c'est comme si l'autre me faisait plaisir. Voilà, t'as envie de parler, ben je t'écoute. Bon, c'est vrai que ça me coûte un peu, voilà, je te prêtais l'oreille, mais voilà. Ouais, je sais comme tu es, je t'écoute, t'es comme ça, on peut rien faire, on peut plus rien changer. T'aimes t'écouter, t'aimes déblatérer, t'aimes toujours parler. On connaît ta façon de parler, d'ailleurs, tu parles toujours de la même façon, tu présentes les choses comme cela t'arrange. Euh, c'est comme ça. Voilà, c'est une réalité devant laquelle on s'incline. Mais momentanément, on s'incline le temps. On t'accorde une demi-heure, on t'accorde trois quarts d'heure. Après, c'est bon. Après, on revient à nos affaires, on revient à notre vie, à notre réalité. Et toi, tu es une sorte d'anormalité dont, quelque part, tu es un accident de l'histoire, une sorte de, je sais pas, un obstacle qu'on ne peut pas abattre. Et oui, il faudrait que je disparaisse. Le mieux que je puisse faire, c'est de disparaître parce que je continue finalement de déranger, je continue de produire des discours, sans utilité. Ça ne produit plus rien. Ça ne change plus rien à la situation. La situation, elle s'est comme figée d'une certaine façon et rien ne peut la faire pencher. C'est comme ça. Nous est devant une sorte de presque d'éléments d'une solidité, d'une solidité inattaquable. C'est massif, je trouve toujours pas le mot, je le cherche depuis hier, enfin je le cherche pas, mais j'aurais aimé l'avoir sous la langue, mais bon, je l'ai pas. Euh, simplement, euh, simplement. Alors je reviens sur le propos de départ, un bilan d'enfer. Un bilan d'enfer, ouais. C'est comme un processus de destruction, un processus de dissolution, un processus, comme je disais tout à l'heure, d'effacement, d'oblitération, de décomposition, de voilà qui est lancé, qui est lancé. Euh, J'en sais rien. On est là, on est un passé.
On a un passé, ce passé, on ne cesse de l'interroger. Et pourquoi? Je suis une sorte de procureur. Je ne cesse de faire des réquisitoires contre moi-même et ça sert à rien. Euh, Cela, ça ne change rien. Il y avait un verset qui disait en substance, ce ne sont point les yeux qui s'aveuglent, mais c'est finalement ce qu'on a à l'intérieur. Ce sont les cœurs dans les poitrines voilà. Ce ne sont point les yeux qui ne voient pas, mais ce sont... En fait, il y a quelque chose, il y a une compréhension, il y a une lucidité, il y a une conscience à laquelle nous sommes, qui nous a échappé. À un moment, il aurait fallu juste associer quelques éléments les uns avec les autres pour finalement apprendre, finalement trouver comment agir. Je me rappelle, il y avait quelqu'un, je lui dis voilà, j'arrête de faire cette recherche. Je suis en face de quelqu'un qui me dirige, comme on dit, directeur de recherche. Je passe 2 ans sans produire, sans rien produire. Évidemment, logiquement, il me dit je ne t'accorde pas une 3e année. Mais je ne l'ai même pas supplié. C'est ça la question. J'aurais pu essayer de me défendre. Je ne me suis même pas défendu. Et quand je suis arrivé en face de quelqu'un que je fréquentais à l'époque, je lui dis j'arrête. L'autre me regarde, il ne dit pas tu arrêtes quoi? Il dit pas, je dis j'arrête de faire ça. Il me dit pas tu arrêtes, répète ce que tu viens de dire. Simplement, ce type de réaction est extraordinaire et parce qu'il c'est souvent quand on veut finalement réduire le poids d'une sorte d'adresse, un propos qu'on vous envoie, vous demandez à la personne de répéter. J'ai pas entendu, vous pouvez répéter, et tout de suite, le ton n'est plus le même. Il est plus bas, il est moins péremptoire, il est moins fort, obligé. Si on fait répéter, je sais pas, vous êtes en face, on est tous passés par l'école, et si l'encadreur demande à ce qu'on répète, c'est que quelque part il y a un problème. Tu peux répéter, c'est qu'on n'a pas été assez clair. C'est qu'on a mal dit ou mal présenté ou mal formulé les choses. Donc, on n'est plus le maître du jeu, on devient une sorte de personne qui obéit. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît, vous pouvez répéter. Mais par contre, dans l'autre sens, quand il s'agit d'une chose importante, quand la personne vient vous annoncer qu'il a pris une décision importante, vous lui dites est-ce que tu peux répéter? Est-ce que tu peux répéter? Je n'ai pas bien saisi. Oui. Et à ce moment-là, tout de suite, la décision n'est plus aussi ferme. Tout de suite, c'est le début. C'est vraiment le point de départ d'une sorte d'échange très particulier dans lequel il faut justifier. Moi, je suis quelqu'un qui te fréquente, tu dois justifier. Puisque si tu arrêtes quelque chose, ça risque de
finalement de m'impacter à moi aussi. Alors, explique-moi, tiens, on va s'asseoir et tu pourras m'expliquer tranquillement. Là, j'ai besoin, parle, parle doucement, lentement, et dis-moi ce qui va ou ce qui ne va pas. Et c'est vraiment la chose qui sauve. On est là avec quelqu'un qu'on connaît, et de toute façon, cette personne était là. Donc, elle était disponible. Donc, on change une conversation par une autre. On remplace le contenu de l'échange. Mais de toute façon, la personne était... Donc, autant finalement choisir de prendre un sujet. Ce sujet-là, il va déterminer et il va être très important pour l'avenir de la personne. Mais tu arrêtes quoi? Tu arrives en face de quelqu'un et tu dis ben, je vais quitter quelqu'un. Tu vas, répète, tu vas quitter, répète ce que tu viens de dire. Je vais quitter, on va dire Martine. Je vais quitter Martine, puisque je n'ai jamais, j'évoque Martine, puisque je n'ai jamais pu finalement faire partie de la vie de Martine, donc j'ai pas pu la quitter. Mais j'aurais aimé faire partie de la vie de Martine. Oui, c'est vrai, Martine. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Après, peut-être, il était possible aussi d'entendre avec d'autres personnes, une Françoise, et autres, puis des noms. Edith, tiens, Edith peut-être. On aurait pu rencontrer une Edith. Mais des prénoms ne me viennent pas. Mais en tout cas, voilà. Simplement, oui, je quitte. Je quitte, et dès qu'on répète, finalement, il y a un doute. La décision est moins ferme et on est beaucoup moins assuré. On perd finalement de cette assurance qu'on avait. C'est presque physiologique. Je sais pas, le phénomène de la répétition, dans ces cas-là, il produit un effet, vraiment, un effet très, comment dire, un effet qui est toujours le même. Donc on obtient une sorte de récit après, finalement, le point de départ, finalement, qu'est-ce qui a donné, qu'est-ce qui a permis la mise en place et l'émergence de cette décision. Et plus on est dans l'archéologie de la décision, ou de la quittance, et plus on est dans une sorte de distance. La prise de distance par rapport à sa propre décision et par rapport à la fermeté de cette décision. Et donc, après, il y a comme une sorte d'étape première. Cette étape première nécessite de faire finalement... Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qui se passe? De faire en sorte que qu'une information parvienne aux oreilles de quelqu'un. Une information importante. C'est le premier degré. Après, le deuxième degré, c'est le débat qu'engendre cette information. Quand c'est une information d'un grand niveau de décisivité, il ne faut pas 2-3 personnes, il faut qu'on rencontre une personne. Et à ce moment-là, donc,
une fois qu'on a exposé les motifs, c'est comme si on mettait à analyser nos propres motivations. Et quand on les expose, on se rend compte qu'elles ont un caractère, qu'elles ont une sorte de... qu'elles ne sont pas aussi nettes, aussi abouties que cela. Donc on voit les côtés, le côté pas très, je veux dire un peu, on devient un peu moins, moins, moins absolu et on commence à revenir en arrière petit à petit jusqu'au moment où on est totalement comme vidé. Il n'y a plus ce désir de quitter, il y a juste un désir peut-être de reprendre sur de nouvelles bases, de renégocier le contrat amoureux ou tout autre type de contrat. Donc les choses, voilà, et on a dans la vie comme ça pour des choses ultra déterminantes que ça n'arrive que quelques fois dans la vie. Ça n'arrive pas des dizaines et des dizaines de fois. Et à chaque fois, une seule décision qu'on prend, qu'on prend va avoir des répercussions sur une longueur de temps de 5 ans, 10 ans et même beaucoup plus. Et peut-être pour le temps qu'il nous reste à vivre. Donc, c'est vrai que c'est pas évident. Il y a des gens qui ne voient pas les choses comme on les voit. Pour eux, une chose pour nous est très centrale et ne l'est pas tant que cela. Mais quelqu'un qui vous connaît, qui vous fréquente, il sait. Quand on arrête une chose, et par quoi on compte la remplacer? Quand on ne fait pas une chose, est-ce qu'on a décidé de faire autre chose à la place? Mais ne rien faire, arrêter de faire pour ne rien faire après, c'est une impossibilité, j'allais dire logique, une impossibilité, même impossibilité, je ne sais pas comment on peut dire, impossibilité tout court. Ça ne doit pas exister. Ce futur-là ne doit pas se réaliser, ne doit pas prendre forme. Donc je participe de façon consciente à la mise, euh, finalement, à la destruction et à la mise à, à la déstructuration, de cette décision ou de cette comme je peux me le répéter, une fois j'ai eu l'occasion comme ça, on n'en a pas toujours. C'est vrai que je ne suis pas spécialement. Je n'ai pas tant que cela de vigilance instinctive à propos des sectes, etc. Mais une fois, quelqu'un que je connaissais de très près était venu avec un discours. Il avait été très convaincu par une présentation des choses qui m'a paru finalement assez trop partielle et trop finalement c'est une argumentation destinée finalement à manipuler. C'est une manipulation qui m'a paru trop grossière. Donc je me suis heurté à la personne frontalement pour détruire euh, cette, cette, cette impression finalement qui a commencé, cette chose qui s'est installée en elle, et j'ai détruit.
j'ai détruit cela, donc je pense, hein, je ne suis pas sûr, évidemment. Je ne peux pas parler pour plus tard, pour l'avenir, pour ce qui s'est passé après, parce que finalement, j'ai cessé de fréquenter cette personne. Mais en tout cas, sur le moment, j'ai cassé finalement la dynamique. Mais j'ai payé le prix dans le sens où j'ai eu à faire face à une sorte à une sorte de colère. Finalement, je n'ai jamais été remercié pour cela. Plutôt, j'ai dû traverser un moment difficile. Voilà. Mais aujourd'hui, je peux finalement relativiser cela, et c'est à ça que sert la prise de parole, c'est à relativiser. Il est possible que cette personne soit revenue vers le groupe qu'elle avait rencontré, parce que finalement, mes contre-arguments n'ont fait de l'effet que de façon provisoire. Mais il n'y a pas de honte, il n'y a pas de souci finalement à se remettre en cause. C'est après tout ce qui est finalement assez difficile à accepter, c'est d'avoir peu d'exemples et d'avoir toujours à disposition les mêmes scènes et les mêmes motifs de gloire ou d'orgueil, ou peu importe que ce soit un orgueil fragile ou friable ou pas. De toutes les façons, on se rend compte que finalement, on n'a pas pris suffisamment de provisions pour faire face au moment de pénurie. Aujourd'hui, je traverse un moment où j'ai rien. Je n'ai plus de vie, de vie de tout court. Mais sur quoi je vis, c'est pas grand-chose. Donc je ne peux pas m'appuyer sur mon passé pour y puiser de la confiance, ou de la volonté de me ressaisir, etc. J'ai rien. J'ai pas de réalisation. J'ai rien. Donc voilà donc un bilan. Et finalement, est-ce que quand on n'a pas de bilan, est-ce qu'on doit quand même parler d'un bilan? Est-ce qu'il faut parler un bilan négatif ou un bilan nul? Voilà, c'est même pas un bilan équilibré, en sens, oui, j'ai des acquis, mais à côté, j'ai eu des pertes. Donc, ça s'équilibre, la balance s'équilibre. Non, il y a pas d'équilibre. Euh, c'est alors, comme je l'ai dit dans l'échange téléphonique, souvent il y a des choses, et comme je ne cesse de le répéter, il y a des choses assez peu finalement nombreuses, qui constituent l'ossature de notre vie actuelle et future. Alors il faut, euh, comme on a quelques, je sais pas, quelques vertèbres, on a je sais pas combien de vertèbres, mais on n'en a pas plus. Et c'est ça qui fait que nous pouvons fonctionner jusqu'au moment où finalement ça dysfonctionne parce qu'il y a le phénomène de l'usure. Mais en tout cas, pour ce qui est d'arriver finalement à obtenir de la satisfaction, c'est en s'occupant d'un certain nombre de choses qui ne sont jamais, c'est-à-dire, euh, c'est comme pour les vertèbres, on en a une certaine quantité, cela est, convient à notre physiologie. Si on en avait plus, ça serait peut-être problématique. Si on en a moins, ça le serait aussi. Donc les choses sur lesquelles on doit s'attarder, ce sont des choses qu'on peut nommer, et elles sont toujours les mêmes. Alors évidemment, c'est la fonction. Quelle fonction on veut avoir dans la société? Quel rôle on veut jouer? Voilà. Et puis finalement, quel groupe, à quel groupe on voudrait appartenir?
un groupe par affinité, je ne sais pas, affinité sociale, culturelle, économique, etc. On peut appartenir, on a besoin d'un groupe, de toutes les façons. On a besoin d'une collectivité à soi, des gens avec lesquels on échange services et autres. C'est nécessaire. Il faut se, il faut se constituer en groupe pour pouvoir faire face aux autres groupes constitués. L'être seul, c'est le pire dans tout ça. Quand vous voyez par exemple, je ne sais pas, dans le groupe, il y a toujours une sorte de, une sorte de talents divers. Il y a des gens qui savent faire une chose, puis d'autres qui savent faire une autre, etc. Et c'est une sorte de complémentarité. Un groupe, après, on peut discuter de la densité, etc. On a besoin de ce groupe d'appartenance qui n'est pas le groupe familial, mais qui peut, finalement, on peut avoir un groupe et avoir des sous-groupes, mais ne pas appartenir, ça ne doit pas exister. Après, on peut essayer d'avoir une vision. Alors, peut-être sur le rapport qu'on a au monde, qu'on a à la vie, qu'on a en futur, les choses que l'on doit conserver, de son héritage, de nos héritages culturels, les héritages et philosophiques et autres, et les choses qu'on doit continuer d'approfondir. Ça peut passer aussi par la contestation, par une sorte de sélection. Donc il faut se construire une vision, des doctrines, une doctrine, un rapport intellectuel au monde. Après, qu'est-ce qui reste? Il y a aussi il y a aussi l'élément aussi de la descendance. L'histoire de la descendance est un élément fondamental. Comment, euh, comment entreprendre ce type de projet. Alors je vais m'arrêter après. J'ai parlé de 4 éléments qui sont essentiels. Après, on peut trouver des sous-éléments. Toujours après, des sous-éléments. Ce n'est pas un problème. Mais on peut décliner les choses. Mais en tout cas, il y a 4 éléments. Peut-être qu'il y en a 5, 6. Mais en tout cas, ce que je peux mettre comme ça en avant en ce moment, ce sont 4. Peut-être que j'ai oublié un élément ou plus. Je suis aussi dans une sorte d'état corporel qui ne me permet pas d'aller plus loin. Donc la progéniture et la descendance, est un devoir. C'est un devoir que l'on a envers l'espèce et c'est un devoir que l'on a envers le vivant tout court. Après, on peut contester cela, on peut introduire, relativiser cela, on peut finalement le considérer à sa façon, mais ne pas avoir de descendants, cela est une impossibilité, cela ne doit pas exister. Après, nous sommes là aussi dans une société, comme je disais tout à l'heure, où finalement il y a des problèmes qui réduisent un peu l'importance de cet aspect-là. Euh, il y a une organisation sociale
qui ne correspond pas finalement à l'organisation spatiale, qui ne correspond pas à la nature profonde de finalement, de nos spécificités en tant qu'espèce. Nous avons besoin d'appartenir à un territoire. Nous n'avons pas... et finalement, les gens qui constituent notre groupe d'appartenance doivent être avec nous, à notre portée. Si on fait un enfant et que cet enfant va finalement s'installer à des milliers de kilomètres, l'élément, et s'il décide, lui, après, de finalement, lui, il va décider de ne pas aller dans notre sens, il n'aura pas de descendants, etc., etc. Comme si on commence par avoir une famille nombreuse et en peu de temps, on passe de la famille nombreuse à la famille, à la famille, à la famille nucléaire, et puis on passe à pas de famille du tout. En 3 générations, c'est quand même un peu court. Il y a là comme la fin, non pas d'un modèle, mais la fin de quelque chose qui s'est poursuivi pendant pendant des millions d'années. Chaque fois qu'un être humain, un être vivant, quelle que soit sa dimension, chaque fois qu'il en a eu l'occasion, il a cherché à se reproduire, que ce soit un être unicellulaire ou un être multicellulaire, peu importe, la reproduction est une donnée fondamentale de l'existence. Je ne sais pas à quoi ça peut servir exactement, quel en est réellement le sens. Est-ce que c'est un mouvement qui se continue parce que il est pris dans une sorte il est pris dans une sorte de dynamique, une sorte de, il ne peut pas maîtriser cela. Il n'a pas le choix. Alors l'être humain serait devenu une sorte d'être hors de la nature, un être qui aurait échappé aux impératifs et aux dictats de la nature, parce qu'il décide de ne pas avoir de descendance. Il est capable de décider qu'il n'aura pas de futur. C'est une chose qui n'existe nulle part. Peut-être qu'il y a des êtres vivants qui se trouvent dans la même situation, mais qu'ils n'ont pas le choix. Quand vous avez ce qu'on appelle, entre guillemets, un animal de compagnie, quand vous le stérilisez, vous ne lui demandez pas son avis. Moi, j'ai un chat qui est juste dans la même rue, et j'entends une chatte, je l'entends miauler à certains moments de l'année. Et d'ailleurs, je pensais que finalement, je ne sais pas pourquoi je l'ai pensé comme ça, je pensais que les chattes n'avaient leur chaleur qu'une fois par an. Je ne sais pas, au printemps, un truc comme ça. Je ne sais pas, je ne me suis même pas posé la question. J'ai pris ça comme une vérité et puis j'ai pas cherché à en savoir plus. Et finalement, je me rends compte que le cycle où l'envie de se reproduire est beaucoup plus fréquent, que c'est peut-être au minimum 3 fois, 4 fois dans l'année. Donc la chatte, quand elle commence finalement à appeler un partenaire, elle cherche un partenaire, quand elle se met vraiment à produire des bruits, à envoyer des messages, voilà, et qu'en fait, elle ne reçoit pas de réponse, mais bon, elle fait ce pourquoi, finalement, ce qu'elle doit faire. Elle obéit à une programmation, si l'on peut dire. Et par contre, nous, on se serait déprogrammé. Voilà. Et on peut le croire. Seulement, ça peut être, on va essayer de jouer avec ça, on va dire, oui, la nature, finalement, a décidé
elle nous oblige à nous suicider, un peu comme les Lémines, c'est l'histoire de Lémines, quand ils sont trop nombreux, ils vont se suicider. Donc quelque part, la nature aurait décidé de réduire nos effectifs, peut-être même de nous faire disparaître en tant qu'espèce, non seulement, voilà, et qu'elle pourrait nous remplacer par une autre, ou pas du tout. Notre niche écologique, je ne sais pas si elle est, si un autre être est prêt à la remplir, à l'occuper. En tout cas, on ne sera pas là pour s'en assurer. En tout cas, il y a comme une sorte de mouvement vers l'anéantissement, mais on ne sera pas là non plus pour voir ces résultats ultimes. C'est parti c'est parti pour j'ai beaucoup parlé de ça, évidemment, sur l'illusion que l'on se construit en pensant à une sorte d'éternité. Nous avons un rapport au temps qui est un rapport totalement faux, évidemment. On se dit, tiens, aujourd'hui on est 7 milliards et quelques, demain on va être 10 milliards, et arithmétiquement les 10 milliards vont devenir 15, etc. Comme si ce mouvement était parti pour se prolonger. Mais et on a des statistiques, voilà, voilà, c'est quelque chose pour... je ne sais pas ce que je voulais dire, j'ai oublié. En tout cas, de toutes les façons, même si j'ai oublié une partie de ce que je voulais dire, en tout cas, notre durée de vie, etc., n'est pas extraordinaire. Et finalement, nous pourrions arriver même à 100 milliards, à 200 milliards, à 300 milliards. Et nous pourrions être peut-être 1 milliard, 2 milliards. N'empêche que là, à un moment, on va entamer un mouvement de inverse. C'est obligé qu'il y ait un mouvement comme ça, un mouvement contraire. Donc, mais si on serait 1 milliard, 2 milliards, mais ça prendrait combien? Ça prendrait 2 millions d'années, 3 millions d'années. Mais après on serait... mais je veux dire, l'espérance de vie de la Terre, c'est pas en millions d'années que ça se compte, c'est en milliards d'années. Et de toutes les façons, quoi qu'on fasse à la Terre va se transformer. Donc les extinctions massives, finalement, ils ont eu lieu sans qu'il y ait l'intervention de l'homme. Donc on a une idée un peu trop, l'impression qu'on joue un rôle très déterminant. Or, malgré toutes les preuves, notre rôle ne l'est pas aussi autant déterminant. Donc c'est donc bilan de l'espèce, bilan d'enfer pour l'espèce, pour les sociétés. Il y a énormément de mouvements contradictoires, d'aspirations, là aussi contradictoires. Il y a on aspire à plein de choses qui ne peuvent pas exister simultanément. On aime être entouré, en même temps on veut être laissé libre de ces mouvements, on veut appartenir, mais à condition que l'on respecte nos différences, nos spécificités. Chacun veut être une nation à lui tout seul, avec un hymne, avec un drapeau, avec une monnaie, avec... Comment... il y a des choses qui... évidemment, moi, je ne sais pas depuis combien de temps je parle depuis un certain temps, mais je ne vais pas continuer longtemps.
suis totalement, c'était juste parce que j'avais en face de moi une personne, j'avais le sentiment que cette personne continue de m'abandonner, continue de ne pas être avec moi. Et la chose qu'elle a commencé il y a longtemps. Cette personne a décidé de me sortir de sa vie. Elle, bien sûr, elle ne le dit pas, elle ne le montre pas, mais dans les faits, c'est ça. Alors, elle reste présente, mais de façon très marginale. Elle fait le minimum pour donner l'illusion qu'elle est toujours avec moi, mais elle est dans le minimum syndical de ce qui correspond à une relation de proximité génétique ou proximité filiale. Euh, voilà, après je suis totalement vidé, je me déconsidère à un point impossible à imaginer. Je peux m'accrocher à rien, à personne. J'ai la certitude très ferme que personne tenace, que personne ne pense à moi, que personne ne cherche à prendre soin de moi. Ou alors, quand il y a une personne, c'est au bout d'un temps très long qu'elle revient un peu prendre des nouvelles avec des petits présents, voilà, des présents alimentaires, comme on vient faire une offrande à un mort, voilà, on amène quelque chose à manger, voilà. Euh, on passe par le ventre. Au lieu de passer par le cœur, on passe par le ventre. On dit peut-être qu'on passe par le ventre pour aller, pour peut-être après se retrouver dans le cœur. Mais on n'achète pas le cœur de quelqu'un avec quelques présents ou quelques offrandes alimentaires. D'ailleurs, les offrandes, on les fait uniquement aux morts, aux esprits, aux ancêtres, etc. On ne les fait pas aux vivants. Mais moi, j'ai la nette impression de ne plus être vivant. Ou alors d'être dans une situation d'entre deux ou d'entre, je sais pas, trois ou quatre, j'en sais rien. Le entre deux, ça peut être entre plusieurs. Alors, mort aux trois quarts, vivant un quart, et puis agonisant ou deux tiers, et pas. On peut tout imaginer, je sais pas comment. Le bilan d'enfer. Ben, l'énergie qui était là, qui était très finalement conséquente, cette énergie a disparu. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus de désir, il n'y a plus de. euh, il n'y a plus d'enthousiasme, il n'y a plus rien. Il reste juste à constater à quel point ces choses-là diminuent. À quel point l'horizon des possibles se rétrécit. À quel point j'en sais rien. J'ai écouté un jour, il m'est arrivé d'écouter un être particulier euh, qui, était, euh, qui était un personnage public. Un personnage qui avait des manies, évidemment. Les manies, ce sont des choses qui distinguent, qui singularisent une personne. Il y a des manies qui exigent que de vous certains sacrifices, bien entendu. Il faut certaines manies qui demandent un certain niveau de vie. Vous devez avoir les moyens de vos manies. Mais après, ce qui était particulier, cet être est né de la rencontre de deux êtres humains. Pour qu'il puisse exister, il a fallu que deux personnes acceptent de faire cause commune et de se charger de lui.
de toutes les façons, de veiller sur lui, de le protéger, etc. Mais lui, finalement, il ne leur a pas rendu l'appareil. Et il a décidé, de façon consciente, j'imagine, de ne pas fonder, de ne pas avoir de descendance. Alors, sa fortune, il l'a laissée à son animal de compagnie, entre guillemets. Et cet être qui était invité, il parlait de lui. On lui pose des questions sur lui, il répond. Finalement, toujours, je ne vais pas dire il tombe dans le piège, mais il parle de lui. Alors, soit on devient la centralité, on devient le point, l'alpha et l'oméga, c'est, on peut l'accepter dans une certaine type euh, certain type de, comment on dit, mais quand il s'agit, quand on s'adresse finalement à la multitude, il faut essayer de donner à la multitude quelque chose qu'elle puisse l'utiliser pour son bien-être, pour sa propre finalement sauvegarde, etc. Vous avez quelqu'un qui parle, mais il cherche pas à s'inscrire dans le futur, dans l'après. Et il ne donne pas les clés qui permettent de mieux être dans le monde, de mieux agir dans le monde, de mieux s'en sortir dans le monde. Des clés, quelques astuces même. Ce n'est pas dans l'ordre soyez vous-même, hein, c'est pas des choses comme ça. Soyez vous-même. Oui, ça, il y a des choses qu'on sait. Mais il y a toujours une chose, une sorte d'essence. Voilà comment on fabrique de l'essence, de ceci ou de cela, à partir d'une grande quantité d'éléments. Et l'essence, c'est vraiment l'extrait, finalement, comment parler de soi dans une forme, parler de soi, je sais pas, d'une forme d'essentialité, comment s'essentialiser. Je ne sais pas si je place bien le terme, en tout cas comment se résumer, se réduire à quelques mots, à quelques idées, finalement à quelques conclusions. Ce ne sont pas les derniers mots, mais les mots dits comme ça, en toute tranquillité. Il n'y a pas, la mort n'est pas sur le seuil sur le seuil de la maison. Non, elle est encore, elle est en chemin, mais elle n'est pas encore arrivée. Donc, on a le temps de dire les choses tranquillement. Il n'y a pas de pression. Comment voir de la lumière quand tout vous semble pris par l'obscurité. Comment, malgré tout, comment supporter, je ne sais pas, cette personne devait souffrir de quelque chose, comment supporter la souffrance, quelle qu'elle puisse être, quelle que puisse être son origine, quelle que puisse être son étendue. Comment accepter d'être un peu plus que ce qu'on a toujours été. Comment être mieux, comment finalement obtenir de soi plus de résultats, comment être satisfait, comment bien terminer sa vie sur une belle note. Voilà, réussir sa sortie. Si on a raté son entrée, réussir sa sortie. On aimerait une chose. Alors c'est peut-être un mot,
il y a un mot qu'on va intégrer, mais qui va finalement qui va disparaître, qui va se perdre parmi les mots qu'on a. C'est sûr que c'est pas évident, mais ce n'est pas grave. Ça peut revenir, ça peut ressentir un jour. Je sais pas, c'est comme une sorte de provision. On a besoin de faire provision de bons mots, de bonnes indications, de sagesse, de toutes sortes de choses comme ça. Qu'on a glané ici ou là, c'est pas un problème. C'est, peu importe l'origine, pourvu qu'on ait de quoi se sustenter en cas de besoin. Euh, simplement, bilan d'enfer, il n'y a rien dont je puis être fier. Euh, je me suis déçu et à un point que j'ai du mal vraiment à approcher. C'est la déception ultra. C'est hyper. Voilà. C'est comme dirait quelqu'un, c'est la déception à la puissance n, c'est l'infini. Voilà, je sais pas. Après, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on dit pour les jours à venir? Qu'est-ce qu'on dit pour le reste, pour les temps qui restent, pour le reste qui reste? Qu'est-ce qu'on dit? Comment on fait? Comment on s'arrange? On est là. On a un corps dont il faut prendre soin malgré tout. On a peut-être un devoir vis-à-vis de nos morts. On voudrait quand même s'assurer qu'ils soient, s'assurer qu'ils puissent être dans les meilleures conditions possibles. Je ne sais pas s'il faut prendre des dispositions pour qu'on prenne soin de leur tombe. Et finalement, je ne sais pas. On doit peut-être, on pourrait être là pour honorer la mémoire. Bon, je ne crois pas que les prières arrivent quelque part, mais au minimum, je ne sais pas si tout ce qu'on fait, si ça sert à quelque chose, parce qu'on peut finalement protéger les morts pendant très longtemps, mais au bout d'un moment, et on ne pourra plus le faire. Donc, pendant 100 ans, j'ai assuré, j'ai laissé pour mission à mes descendants, que je n'ai pas, mais c'est juste comme ça, le soin de protéger les sépultures de leurs ancêtres. Alors, on s'en fait beaucoup, hein, mais voilà, ils se sont acquis de cette charge héréditaire. Et au bout d'un moment, je ne sais pas, il arrive un moment, ils ne pourront plus le faire. Donc, de toutes les façons, comme les temps à venir sont vraiment infinis, donc nos morts sont destinés finalement à finir peut-être incorporés, je ne sais pas, calcifiés, ou à finir, je ne sais pas, dans une décharge, je ne sais pas, dans une sorte de fosse commune, ou si vraiment c'est déjà pas mal, si dans un futur médium, si quelque part on ne va pas utiliser les restes des morts comme une ressource, comme une matière première, je ne sais pas, pour le calcium ou pour autre chose. Alors, pour amender la terre, je n'en sais rien. Est-ce qu'on va faire des morts ça. Alors, on se demande, se pose toujours la question. Il y a un passé, il y a un passif même, lourd, mais après,
Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire pour au moins ne pas se laisser gagner par le néant, par le sentiment d'impuissance. Ah, voilà. C'est vrai que on est menacé par cela. On donne tous les signes d'avoir un signe qu'on est un signe d'une sorte euh, de défaite. Voilà, on a été défait, mais est-ce qu'on a perdu juste une bataille ou est-ce qu'on a perdu toute la guerre? Est-ce qu'il s'agit de de reconnaître sa défaite et d'essayer finalement de se retirer en, en, en minimisant les pertes? Est-ce qu'il faut, j'en sais rien, est-ce qu'il faut vraiment s'allonger et accepter que l'adversaire vient vous mettre à mort sans faire le moindre geste pour repousser cela? J'ai été vaincu, voilà, on a été vaincu, on ne mérite pas de vivre, on ne mérite pas finalement, on a été déshonoré et ce qu'on mérite, c'est la mort. Et pas une mort honorable, c'est une mort, euh, c'est une mort, c'est une mort digne des vaincus, non pas une mort, je ne sais pas comment le dire. En tout cas, cette chose, alors, euh, un bilan d'enfer, pas de quoi, il n'y a pas de quoi se réjouir, il n'y a rien, il n'y a rien. Ouais, je me décerne la médaille de l'incompétent premier. Je suis incompétent premier. Pas dire je suis l'incompétent universel, parce que cet honneur, je le partage avec d'autres. Mais en tout cas, je me décerne donc la médaille, non pas d'incompétent premier, la médaille de l'incompétent. Non pas la médaille, par exemple, la médaille du mérite. Moi, je ne suis pas euh, celui, je ne sais pas, du misérable, la médaille du misérable, la médaille du D'ailleurs, il ne faudrait pas une médaille, il faudrait une cérémonie de, comment on appelle cette cérémonie, de dégradation. Il faudrait être dégradé en public, subir l'humiliation publique. Pas conduit au bûcher, parce que là, bon, c'est un peu trop, mais au moins l'humiliation publique, voilà, c'est déjà ça. C'est pas mal que les gens vous huent, que les gens vous jettent peut-être quelque chose à la figure, voilà, euh, des choses qui sentent pas bon, des choses un peu, des choses qui vous salissent. Et voilà, vous devez être défiguré. Vous ne devez plus être comme vous l'avez été auparavant. Mais j'ai déjà ce que je mérite, je suis déjà défiguré par la figure que j'arbore. Ma barbe parle pour moi, j'ai l'air d'une sorte de vagabond, une sorte de fou, une sorte d'homme des bois. Je ressemble à quelque chose que plus personne ne peut, ne peut, ne peut regarder avec sympathie. Je suis l'image de quelqu'un qui peut faire peur, qui peut heurter, qui peut... voilà.
Et je suis une sorte d'être euh, qui finalement doit vivre caché parce que il risquerait, s'il se, s'il se montrait, risquerait de finalement de causer euh, une sorte de désagrément finalement euh, il risquerait de finalement de ouais je suis pas à montrer je suis pas maître parmi le monde je constitue une sorte de comment dire non pas d'incongruité mais une chose pas belle une chose pas désirable une chose presque dégoûtante. Voilà. Voilà. J'inspire plus le dégoût et le rejet qu'autre chose. Voilà, je suis déjà puni comme je le mérite et je mérite encore plus. Donc voilà, donc bilan d'enfer et voilà ce à quoi j'ai droit. Mais vraiment, je n'ai pas l'impression de l'avoir souhaité. Je ne pense pas l'avoir souhaité. D'ailleurs, on peut se souhaiter plein de mauvaises choses. Mais une fois que ça arrive, on peut ne pas vouloir, on peut ne pas les accepter. Je me suis souhaité une sorte d'enfer sur terre, mais aujourd'hui que je vide cet enfer-là, une fois que eh ben, je ne suis pas tout à fait satisfait. Voilà. Donc j'ai obtenu ce que peut-être j'ai voulu à un moment donné. Je ne sais pas pourquoi j'ai voulu me punir, j'ai voulu me faire du mal. Voilà. Euh, et puis voilà, j'ai obtenu ce que j'ai voulu. D'ailleurs, euh, je ne mérite pas de vivre différemment. Personne ne m'aime, personne ne s'occupe de moi. Mais je ne suis pas seul, évidemment, dans cette affaire-là. Ça arrive à d'autres gens, c'est clair. Ça arrive à d'autres gens. Alors, bilan d'enfer, pour une sorte j'allais dire, de contre-pitrerie, une sorte de jeu un peu dérisoire, un peu même, ouais. Il me reste que cette façon de faire, me prendre en pitié, ou me moquer de moi-même, ou me, voilà, me démolir encore plus. Voilà. Soit maudit. Soit encore plus maudit. Soit vraiment, je te souhaite encore plus de malheur et de souffrance. Et dire reconnaissance. J'espère que personne ne se souviendra de toi. Plus personne ne jettera un regard sur toi. Que tu deviennes une sorte d'épouvantail. Voilà. Épouvantail social. Regardez cet être, les mères qui disent ça à leurs enfants. Si vous n'êtes pas sage, vous allez vous incarner comme dans cette... Je vais faire venir ce monstre-là. Je vais faire venir l'homme, vous savez, l'homme qui fait peur. Ben voilà. Alors, tu es sage, si tu es sage, je ne le fais pas venir. Si tu n'es pas sage, je le fais venir. Voilà, un épouvantail. Et il n'y a pas que les enfants. Voici l'exemple qu'il ne faut pas suivre.
Voici, voilà. Un peu comme on a nos héros, on a aussi nos contre-héros, nos anti-héros. Voilà, voilà, l'homme, voyez-vous, l'homme le plus misérable de la ville. Voyez-vous, voilà à quoi il ressemble. Regardez-le bien. Ouais, mais il est encore, ouais, c'est vrai. Regardez bien, il a l'air vraiment le pauvre, le pauvre. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ça? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Ou qu'est-ce que je n'ai pas fait pour mériter ça? Voici une fin pas terrible du tout, pas terrible du tout. Il reste quoi? Ouais, il me reste de l'air à respirer. Ça, c'est clair que je peux respirer l'air. On ne m'octroie pas un volume d'air à utiliser. Je sais pas, on va dire, ah, tiens, tu es un être qui mérite pas plus que. Au moins, j'ai le droit à autant d'air que je pourrais consommer. Voilà. Je partage le même air que tout le monde. Là, au moins, il y a ça. Après, le reste, ouais, le reste, c'est autre chose. Alors, bilan d'enfer, et soyez sûrs, ce ne sont pas là des mots surfaits ou des sortes d'exagération, c'est la réalité. Et c'est la réalité à cette heure-ci. Et c'est la réalité qui découle là aussi d'un échange téléphonique très, très décevant et euh, pas du tout nourrissant. Plutôt une sorte d'échange qui ajoute à votre sentiment de déshérence, à votre sentiment de perte et à votre sentiment de ne plus de perdre encore une partie de votre de ce qui vous constitue. Vous avez, je ne cesse de perdre des éléments de moi. Il reste quoi? Il reste quelque chose. Je suis un être diminué, mais pour l'instant, je donne le change encore. Je ne suis pas totalement. Je peux faire illusion. Si j'enlève cette barbe, je peux faire illusion. C'est. Il me reste que cela. Faire illusion d'être un peu comme tout le monde, mais si j'ouvrais la bouche, on va voir que je suis édenté. Je pourrais faire illusion, mais en gardant la bouche ouverte, fermée, évidemment, comme peut-être Henri IV, si je me souviens bien. Ouais. Et quelque part, je peux finalement ressembler à un être qui a compté son époque. Voilà, moi aussi, je suis édenté, moi aussi, je dois finalement garder la bouche fermée pour ne pas montrer à quel point je suis, à quel point je suis un monstre, à quel point je suis déforme. Voilà, allez, allez.